Combien de fois allons-nous laisser nos héros nous être arrachés dans l'obscurité? Cette question, lourde et brûlante, hante Ouagadougou à 3h45 du matin. Ce n'est pas une nuit comme les autres. Le silence, dense et menaçant, semble retenir son souffle, prêt à éclater, comme une mer d'huile avant la tempête. Cette atmosphère n'appartient pas qu'à cette nuit fatidique. Elle est le miroir de tant d'autres instants décisifs où l'histoire africaine a basculé dans la douleur et la résistance. À cet instant précis, des hommes avancent vers le palais présidentiel. Ils ne tâtonnent pas, ils ne doutent pas. Chaque pas, chaque geste, obéit à un plan écrit de longue date, pensé loin d'ici, par des mains étrangères. Ce n'est pas une révolte impulsive, mais une opération glaciale, menée par des exécutants qui savent exactement ce qu'ils font. Pensons, par exemple, au coup d'État du 24 janvier 2022 au Burkina Faso, ou à celui de 2023 au Niger, où des schémas similaires de manipulation extérieure et de trahison interne ont été observés. Une fois de plus, l'Afrique s'apprête à réveiller les siens avec, au petit matin, la nouvelle d'un leader tombé sous les balles de la nuit. De Patrice Lumumba à Thomas Sankara, la même tragédie se répète, inlassablement, comme une malédiction. Ceux qui refusent de plier sont toujours visés, et l'espoir, à chaque fois, vacille sur le fil du rasoir. Rappelons-nous de Sylvanus Olympio au Togo, assassiné en 1963, ou de Mehdi Ben Barka au Maroc, disparu mystérieusement en 1965. Chaque nom est le symbole d'un rêve trahi, d'une indépendance confisquée. Mais cette nuit-là, quelque chose gronde. Une certitude clandestine circule. Tout peut basculer avant l'aube. L'espoir du peuple burkinabé, menacé d'extinction, tient dans la résistance à cette attaque invisible et brutale. Croire la version officielle, c'est accepter d'être dépossédé, encore, sans un cri, de son propre destin. L'histoire récente nous a appris que les versions officielles cachent bien souvent des intérêts troubles, à l'image de l'affaire Sankara, où la vérité n'a émergé qu'après des décennies d'omerta. Pourtant, cette fois, un détail inattendu a brisé le scénario. Un événement décisif a fait dérailler le plan, bouleversant toutes les certitudes. Plongeons ensemble dans cette nuit de vérité et découvrons ce qui s'est réellement joué, loin des projecteurs. Imaginez les couloirs sombres du pouvoir, les regards échangés, les téléphones qui vibrent. Chaque seconde compte, chaque geste peut faire basculer la destinée d'un peuple. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut remonter aux heures qui ont précédé l'assaut. Chaque minute compte, chaque choix devient crucial dans la lutte invisible pour la survie du rêve burkinabé. Ici, chaque détail prend son importance, à l'image des heures précédant l'assassinat de Salvador Allende au Chili en 1973, où chaque coup de fil, chaque document transmis, a pesé dans la balance du destin. Pourquoi cette nuit-là? À qui allait profiter le crime qui se préparait sous le ciel lourd de Ouagadougou? Cette question n'est pas anodine. Rappelons-nous de l'assassinat de Patrice Lumumba, dont la disparition a ouvert la voie à des décennies de mainmise étrangère sur les ressources congolaises. Les mêmes logiques sont à l'œuvre. Qu'il s'agisse du cobalt, de l'or ou du pouvoir politique, les enjeux dépassent toujours la personne même du leader visé. Ce n'était pas pour une querelle d'uniforme, ni pour un simple jeu de rivalité militaire, que le capitaine Ibrahim Traoré devenait la cible d'une machination. La menace contre lui dépassait la personne. Il avait osé remettre en cause ce que nul n'avait jamais contesté. L'indépendance des choix militaires du Burkina Faso. Le contrôle de ses ressources minières. Un tabou brisé. Quand Kwame Nkrumah au Ghana a nationalisé les mines de bauxite, il a lui aussi été la cible de tentatives de déstabilisation. Ce schéma se répète. À chaque fois qu'un chef d'État ose remettre en cause l'ordre établi, il devient l'homme à abattre. Quelques jours avant la nuit fatidique, le bureau du président croulait sous des dossiers brûlants. Contrats miniers renégociés pour placer l'intérêt du peuple avant celui des multinationales. Commandes d'équipements militaires hors des réseaux occidentaux, rompant des décennies de dépendance. Et surtout, dossiers secrets. Des preuves accablantes sur le financement du terrorisme, venues de circuits bien plus puissants que ce que la presse ose nommer. Pensons à l'exemple du Mali,
où la révélation de circuits de financement a bouleversé les alliances et révélé l'ampleur des manipulations régionales. C'est dans cette tension que s'est orchestré, loin des regards, un ballet financier d'une ampleur inédite. Durant les 72 heures précédant l'attaque, des promesses de millions de dollars, des postes de ministres, des valises d'argent liquide ont circulé entre mains avides. La trahison s'achetait au prix fort. Certains, censés défendre la nation, ont choisi la facilité, vendre jusqu'au dernier souffle du pays. Cette corruption n'est pas nouvelle. Déjà, lors de la chute de Mobutu au Zaïre, des sommes colossales ont circulé pour acheter des loyautés, saboter l'union nationale. Pourtant, alors que la capitale vacillait, un silence étrange s'abattait dans les couloirs du pouvoir. Les ambassades occidentales, habituellement promptes à réagir, restaient muettes. Pas d'alerte, pas de communiqué, comme si l'ordre était d'attendre que le forfait soit accompli. Laisser le peuple se réveiller, orphelin d'un dirigeant trop dérangeant. Ce silence rappelle celui qui a précédé le génocide rwandais, où le monde a fermé les yeux, préférant la passivité à l'intervention. Le plan des conspirateurs était aussi froid qu'implacable. Éliminer Traoré avant l'aube, puis imposer un gouvernement fantoche, soumis à des intérêts extérieurs. Ce coup ne se jouait pas qu'avec des armes. Il s'écrivait avec des signatures, des transferts, des complicités tapies jusque dans le cœur de l'État. On se souvient du renversement de Modibo Keïta au Mali, orchestré avec l'aide de réseaux étrangers, où le vrai pouvoir se décidait loin de Bamako. Mais l'enjeu dépassait la survie d'un président. Fermer les yeux sur cette nuit, c'était accepter la spoliation des ressources, la perte de souveraineté, la négation de la dignité du Burkina Faso et, au-delà, de toute l'Afrique. C'était tolérer que l'avenir soit dicté ailleurs, condamnant des peuples entiers à l'impuissance. L'histoire du continent regorge de ces moments où la résignation a coûté cher, comme lors du partage de l'Afrique à Berlin en 1884, où aucune voix africaine n'a été entendue. Toutefois, la véritable bataille ne se jouait pas seulement dans les couloirs obscurs du palais présidentiel. Dans la ville, d'autres forces veillaient, prêtes à se dresser contre la fatalité. Les heures suivantes allaient décider du sort d'un pays, et peut-être d'un continent tout entier. Dans les quartiers populaires, des veilleurs, des anciens, des femmes commerçantes, des étudiants, tous sentaient que quelque chose d'irréversible couvait. Cette vigilance populaire rappelle les mobilisations spontanées qui ont, à plusieurs reprises, sauvé l'honneur national, comme lors du soulèvement du 21 octobre 2014 qui a renversé Blaise Compaoré. Quand la porte s'ouvre, la nation retient son souffle. Ce n'est pas un étranger qui a permis l'irréparable, mais une main bien connue. La porte nord du palais a cédé de l'intérieur, livrant le cœur du pouvoir à l'ennemi. Dans ce silence, la trahison prend le visage d'un frère d'armes, d'un soldat qui a vendu la clé. Peut-être pour quelques promesses, mais au prix de l'honneur d'un pays tout entier. Cette scène rappelle l'histoire de Brutus et César à Rome, où la trahison vient toujours de l'intérieur. Au lieu de fuir, le capitaine Ibrahim Traoré reste debout, ancré dans la lumière crue de la nuit. Devant ses compagnons, armés de peur et de doute, il prend la parole. Sa voix porte l'écho de l'histoire, du sang versé pour la liberté et la dignité. Venez prendre ma vie si vous osez. Mais jamais vous n'aurez l'âme du Burkina, lance-t-il. À cet instant, il ne parle plus pour lui seul, mais pour des millions de vivants et d'ancêtres, pour un peuple qui refuse de plier face à l'injustice. Ces mots résonnent comme ceux de Sankara, qui disait « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Dans toute la ville, l'onde de choc traverse les murs. Les téléphones vibrent dans plus de 2000 foyers, réveillant les familles, les voisins, les quartiers entiers. Adama, le vieux du quartier, se lève sans hésiter. Les femmes s'envoient des messages, les jeunes se regroupent dans les ruelles sombres. Même la diaspora, dispersée aux quatre coins du monde, retient son souffle et attend la moindre nouvelle. Le danger est immense, mais la mobilisation devient un fleuve. Le peuple comprend que ce moment n'appartient plus aux seuls soldats. Ils sortent, mains nues, dans la nuit noire. Pas d'armes, juste le courage, la solidarité et la clameur de la dignité. Face à cette foule inattendue, les mercenaires hésitent. La peur change soudain de camp.
Le plan parfait, orchestré depuis l'étranger, commence à vaciller. Ils n'avaient pas prévu que la solidarité populaire puisse briser le siège, que la peur puisse basculer sans qu'une seule balle soit tirée. C'est un scénario qui rappelle les printemps arabes, où la force des masses a parfois fait reculer les dictatures les mieux armées. À 3h45, la vie du président et l'avenir du pays se jouent sur un fil. Mais au-delà, c'est une preuve éclatante. Un peuple uni, vigilant, peut déjouer les pires trahisons. C'est la réponse la plus forte aux vendeurs d'illusions qui, dans l'ombre, rêvaient de confisquer la nation. Dans la foule, des mères brandissent les portraits de leurs enfants tombés au front. Les étudiants scandent des slogans de liberté. La rue devient un tribunal où se juge la légitimité du pouvoir. Mais cette victoire populaire n'est qu'un début. Que révèle-t-elle sur la réalité du pouvoir en Afrique? Et surtout, que prépare-t-elle pour les luttes de demain? L'histoire a montré que chaque victoire populaire peut être suivie d'une contre-offensive des forces réactionnaires. Pensons à la révolution d'octobre en Russie, dont la victoire a été suivie d'une longue guerre civile. Le peuple burkinabé devra rester vigilant, ne pas céder à l'euphorie. Rien n'est encore gagné. Derrière cette nuit, d'autres menaces couvent. Mais un signal est lancé, et le monde observe comment la résistance populaire pourrait changer la donne. Les médias internationaux commencent à relayer l'information, mais souvent en minimisant la portée de la mobilisation citoyenne. Il appartient aux témoins directs de raconter leur vérité, de documenter chaque geste, chaque sacrifice. Quand le peuple se dresse, ce sont les puissants qui vacillent. Mais le combat est-il vraiment terminé? L'histoire regorge d'exemples où, après une victoire populaire, la réaction s'organise en sous-main. Les ennemis de la souveraineté n'abandonnent jamais. Ils changent de tactique, infiltrent les mouvements, sèment la discorde. À l'aube, la panique a balayé les mercenaires. Eux qui devaient frapper dans l'ombre se sont retrouvés noyés sous une vague humaine imprévue. Leur mission, bâtie sur la discrétion et la peur, s'est effondrée en quelques heures. Face à la pression populaire, la fuite est devenue leur seule option. Imposer la loi du plus fort n'a plus de sens lorsque tout un pays se lève et regarde. Cette scène fait écho à la chute du mur de Berlin, où la masse des citoyens a rendu inopérantes les armes des dictateurs. Dans la cohue, des traîtres ont été démasqués. Certains portaient encore l'uniforme, d'autres tentèrent de se fondre dans la foule. Les bureaux en ruine ont livré des liasses de papier partiellement brûlés, des messages cryptés, des ordres signés de l'étranger. Les preuves s'accumulent. Cette opération n'était pas une simple querelle interne, mais l'extension d'une guerre invisible menée par ceux qui refusent de voir le Burkina Faso choisir sa propre voie. Des experts en cyberdéfense ont analysé des communications interceptées. Elles révèlent le rôle de sociétés de sécurité privées agissant pour des intérêts miniers étrangers, un scénario déjà vu en Centrafrique ou au Soudan. Imaginez un instant, si ce complot avait abouti, que serait-il resté du pays? Un retour brutal à l'ordre néocolonial, imposé de l'extérieur. Les richesses nationales auraient repris le chemin des banques étrangères. Les alliances forgées de haute lutte dans le Sahel auraient volé en éclats. Et le peuple, une fois de plus, n'aurait eu que ses larmes et sa rage pour pleurer son avenir confisqué. Cette situation n'est pas une fiction. C'est ce qui s'est passé en Guinée, après la chute de Sékou Touré, ou au Congo, après l'assassinat de Lumumba. Mais cette nuit-là, ce n'est pas la force brute qui a changé le cours de l'histoire. C'est la vague spontanée de mobilisation, portée par les cris des quartiers et relayée par la diaspora, de Paris à Montréal, de Dakar à Berlin. Jamais les fils invisibles de la solidarité n'ont été aussi tendus. Les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, les appels à la vigilance ont pesé de tout leur poids sur le destin d'une nation. Cette coordination rappelle la mobilisation des jeunes Nigérians lors du mouvement d'Abi Enzars, où les réseaux sociaux sont devenus l'arme du peuple. La victoire, pourtant, reste incomplète. Le système prédateur est blessé, mais il respire encore. Dans l'ombre, les marionnettistes n'ont pas abandonné. L'euphorie de la victoire matinale pourrait n'être qu'un piège. Croire le combat gagné, c'est s'exposer à une rechute. Et, dans ce sommeil, les ennemis de la souveraineté affûtent déjà de nouveaux plans. L'histoire de la Côte d'Ivoire après la chute de Gbagbo rappelle que les retours de bâton peuvent être brutaux si la vigilance faiblit. Que nous reste-t-il?
Une leçon amère et nécessaire. La plus grande victoire n'est ni militaire ni politique, mais morale. Le peuple a prouvé qu'il ne pliera plus sans résistance. La peur a changé de camp, mais la vigilance est désormais le premier rempart. C'est aussi une invitation à repenser les institutions, à renforcer les contre-pouvoirs, à investir dans l'éducation civique pour mieux armer les citoyens contre la propagande. Ce qui comptera, dans les semaines à venir, c'est notre capacité à retenir la leçon de cette nuit, à rester soudés, à refuser d'oublier. Car l'oubli est le plus sûr allié de ceux qui veulent reprendre ce que le peuple a conquis. Dans l'histoire de l'Afrique du Sud, la fin de l'apartheid n'a été consolidée que par des années de vigilance, de mobilisation et de lutte contre l'amnésie collective. Mais une question demeure. Comment transformer cette victoire fragile en avenir durable? La suite s'écrit maintenant, à chaque instant de lucidité et d'unité. Il ne suffit pas de célébrer. Il faut bâtir. La révolution burkinabé de 1983 a montré que la mobilisation populaire doit s'accompagner de réformes profondes pour ne pas être récupérée. Et si le véritable rempart, c'était vous? Oui, vous qui écoutez ces paroles, vous qui regardez, silencieux, mais présent. Car la véritable force d'un peuple ne réside pas dans la puissance de ses armes, mais dans la vigilance de ses citoyens, dans leur capacité à refuser la manipulation, à repousser l'indifférence et la résignation. L'exemple du mouvement. Y en a marre au Sénégal prouve que la société civile, organisée, peut empêcher la confiscation du pouvoir. Aujourd'hui, le silence qui plane sur les rues n'est plus celui de la peur, ni celui de la soumission. C'est un silence d'hommage, une marque de respect envers celles et ceux qui ont veillé toute la nuit, refusant de céder face à la menace. Ne croyez pas que la paix soit acquise. Chaque instant de tranquillité est né du courage collectif, de la sueur versée par des milliers de citoyennes et citoyens ordinaires, prêts à payer le prix fort. Les veillées citoyennes, les marches silencieuses, les pétitions sont autant de moyens de maintenir la flamme. Ce prix, il est lourd. Des vies exposées, des familles inquiètes, des nuits sans sommeil, et cette peur muette qui serre la gorge d'un peuple entier. Mais ce sont ces sacrifices invisibles qui protègent la souveraineté. Regardez autour de vous, la fatalité n'existe pas. L'Afrique n'est pas condamnée à subir éternellement les intérêts de puissances étrangères ou de groupes corrompus. Les exemples récents du Botswana ou du Cap-Vert montrent qu'une démocratie vigilante peut résister aux ingérences. L'histoire de cette nuit de 3h45 à Ouagadougou rappelle une vérité profonde. Le destin de nos nations n'est jamais gravé dans le marbre. Il appartient à chaque citoyen de se lever, de rejeter la division, de dénoncer les fausses informations, de ne jamais céder à la lassitude. La désinformation, aujourd'hui, prend de multiples formes. Faux comptes sur les réseaux sociaux, rumeurs virales, vidéos truquées. Se former à la vérification des sources, partager les informations vérifiées, dialoguer avec ses voisins sont des gestes simples mais décisifs. Si la vigilance faiblit, si l'on s'imagine que tout est gagné, alors on trahit le sacrifice de ces milliers de héros anonymes qui, dans l'ombre, ont empêché une nouvelle nuit de deuil. L'unité fait la force. Se croire arrivé, c'est tout perdre. La responsabilité est immense. Il faut rester informé, refuser les rumeurs, dénoncer la manipulation, défendre l'intérêt commun. Les réseaux de quartier, les radios communautaires, les associations de jeunes sont les premiers remparts contre l'endormissement collectif. Vous l'avez vu, quand le peuple refuse de s'endormir sur ses deux oreilles, quand il devient acteur de sa propre histoire, tout change. Ce que des milliers de soldats, d'activistes, de simples citoyens ont accompli cette nuit-là ne sera utile que si la vigilance continue, si la lumière demeure allumée dans chaque foyer, si la conscience collective l'emporte sur la tentation de l'oubli. Participer à la vie politique, suivre les débats parlementaires, poser des questions à ses élus, autant d'actions concrètes pour entretenir cette vigilance. Alors, êtes-vous prêt à ne plus être de simples spectateurs? Le temps est venu de transformer l'indignation en engagement, de faire de chaque voix un rempart contre la résignation. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, jour après jour, par des actes simples mais déterminés.
Rejoindre une association, signer une pétition, organiser une réunion de quartier, écrire à la presse locale, chaque geste compte. Maintenant, posons-nous la question. Concrètement, comment chacun de nous peut-il devenir ce rempart contre la manipulation et la trahison? Face à l'ampleur du défi, la réponse ne peut être individuelle. Il s'agit d'inventer ensemble de nouveaux réflexes citoyens, des outils pour déjouer la manipulation et protéger l'intérêt commun. Voici quelques étapes pratiques. Premièrement, s'informer auprès de sources diversifiées, recouper les nouvelles, apprendre à reconnaître les intox, par exemple en suivant des médias indépendants ou en participant à des ateliers d'éducation aux médias. Deuxièmement, créer des réseaux de confiance, des groupes de quartier, des forums de discussion, des plateformes citoyennes où les informations sont partagées et discutées collectivement. À l'image des veillées citoyennes du mouvement du ballet citoyen, qui ont permis de contrer des rumeurs pendant la transition de 2014. Troisièmement, être prêt à agir ensemble. Organiser des campagnes de sensibilisation, monter des collectes solidaires pour soutenir les familles affectées, interpeller les autorités sur les réseaux sociaux, demander des comptes publiquement. L'exemple des collectifs de victimes au Nigeria, qui ont imposé des commissions d'enquête sur les violences policières, montre que la pression citoyenne fonctionne. Quatrièmement, ne jamais sous-estimer le pouvoir du témoignage. Racontez ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Filmez, écrivez, partagez. Les archives citoyennes sont la meilleure défense contre la réécriture de l'histoire. Au Rwanda, ce sont les témoignages recueillis par des ONG qui ont permis d'établir la vérité sur le génocide, contre la propagande officielle. Cinquièmement, défendre l'éducation civique. Pousser pour qu'à l'école, on enseigne l'esprit critique, la vérification des faits, le respect du débat contradictoire. Soutenir des initiatives comme les clubs de débat, les ateliers de journalisme scolaire, peut transformer toute une génération en sentinelle de la démocratie. Ne partez pas sans laisser votre empreinte sur ce combat. Si vous avez suivi cette histoire, si la nuit du 3h45 à Ouagadougou a éveillé en vous des doutes, de la colère ou simplement une soif de vérité, alors vous savez que ce n'est pas qu'un récit du passé. C'est une alerte, un appel au cœur de notre présent, un cri lancé vers l'avenir. Gardez en mémoire que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres, mais dans chaque engagement au quotidien. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas seulement de la survie d'un homme ou du maintien d'un gouvernement. Ce qui s'est joué, c'était la liberté elle-même, la souveraineté d'un peuple, la dignité de chaque Africain et, au-delà, de chaque citoyen rêvant de justice. La souveraineté ne s'hérite jamais. Elle s'arrache, elle se protège, chaque jour, contre ceux qui n'ont pour arme que la peur, la corruption et le mensonge. Les peuples d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe de l'Est ont traversé les mêmes épreuves, et chaque fois, l'engagement citoyen a fait la différence. À Ouagadougou, ils ont tenté d'éteindre la flamme, mais ils ont oublié qu'elle brûle dans chaque poitrine éveillée. Ceux qui ont ouvert la porte à la trahison n'agissaient pas seuls. Ils étaient soutenus, financés, manipulés depuis l'ombre. Mais face à eux, il y avait plus fort. L'union spontanée, la solidarité née de l'urgence, la vigilance tissée de 1000 messages, de 1000 gestes, de 1000 voix refusant de céder au silence. Aujourd'hui, la vraie victoire ne se joue plus seulement au bout d'un fusil ou dans les couloirs d'un palais. Elle se gagne dans chaque rue, chaque foyer, où des citoyens refusent de détourner les yeux, choisissent de ne pas se taire, de ne pas abandonner leur destin. C'est dans la vigilance partagée que naît la liberté collective. C'est le refus de la résignation qui écrit l'histoire d'un peuple debout. Cette vigilance peut prendre 1000 formes. Surveiller les actes des élus, exiger la transparence des contrats publics, former des groupes de surveillance citoyenne. Voilà pourquoi je vous invite maintenant à ne pas rester de simples spectateurs. Faites entendre votre voix dans les commentaires, dans vos discussions, sur vos réseaux. Chaque mot, chaque partage est une pierre posée sur le chemin de la vérité. Engagez-vous à rester éveillé, à défendre la lumière là où on tente de l'étouffer. Prenez exemple sur les collectifs citoyens qui, partout en Afrique, font reculer la corruption et l'arbitraire. Car la menace n'a pas disparu avec le lever du jour.
D'autres scénarios, d'autres nuits, d'autres trahisons se préparent déjà dans l'ombre. Il revient à chacun de nous d'être les gardiens de l'aube, de ne plus jamais laisser l'obscurité choisir notre futur. Cette responsabilité est collective, mais elle commence par un geste individuel. Refusez le silence. La liberté n'est pas un don, elle se conquiert. Pour aujourd'hui, pour demain, pour chaque génération à venir, nous devons rester unis, debout et vigilants. Que cette nuit ne soit pas qu'une page de plus dans les livres d'histoire, mais le départ d'une vigilance contagieuse, un engagement que nul ne pourra effacer. Rappelons-nous toujours que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Si vous ressentez l'importance de ce combat, agissez dès maintenant. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites grandir ce mouvement. Montrons-leur ensemble que le peuple n'est plus aveugle ni muet. Ensemble, gardons la lumière de l'espoir allumée, coûte que coûte. Et souvenez-vous, chaque jour, chaque nuit, chaque génération, le combat recommence, et l'espoir ne doit jamais